Je suis peut-être le premier mari trompé de l'histoire des mariages ratés à avoir réellement envoyé une carte de remerciement à l'amant de sa femme. Honnêtement, je l'ai vraiment fait. Je ne tombe presque jamais malade, mais un mardi matin, un virus particulièrement virulent circulait dans l'atelier de réparation automobile où je gérais les opérations, et je manifestais les symptômes de manière assez bruyante. Alors, plutôt que d'infecter tout le personnel, j'ai décidé de rentrer chez moi plus tôt. Il était environ midi, et je me suis dit que ma femme Victoria pourrait bien s'occuper de moi, me préparer de la soupe au poulet, prendre ma température et généralement me dorloter avant de me mettre au lit. Alors que je tournais dans la rue de notre maison de banlieue à Chicago et que j'approchais de l'allée, j'ai remarqué une élégante Audi argentée garée de l'autre côté de la rue. Je n'y ai vraiment pas prêté attention à ce moment-là. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à l'horreur que je ressentais. Le véhicule ne m'était pas familier, mais ce n'était pas inhabituel dans notre quartier animé. Je suis entré par la porte d'entrée, qui donnait sur notre hall. Victoria n'était ni dans la cuisine ni dans le salon principal. À ce moment-là, une sensation de malaise sans rapport avec le virus a commencé à monter en moi, surtout lorsque je me suis approché de l'arrière de la maison où se trouvait notre chambre principale et que j'ai commencé à entendre des sons indubitables. J'ai hésité près de la porte, qui était entr'ouverte, et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien sûr, j'ai vu Victoria avec un grand type athlétique que je n'avais jamais vu auparavant. Ils étaient complètement absorbés par leur moment intime, et il était évident qu'elle prenait un plaisir fou. « Oh, mon Dieu, ne t'arrête pas » s'est-elle écriée. « Oui, exactement comme ça » a répondu l'homme avec un plaisir évident. Je les regardais de dos, et ils étaient tellement absorbés par ce qu'ils faisaient qu'ils n'ont pas remarqué que la porte s'entr'ouvrait davantage. Ma réaction fut étrange. Une partie de moi voulait évidemment faire irruption et mettre fin à leur liaison, mais une autre partie de moi était juste engourdie. Je dois préciser ici et maintenant que je n'étais pas excité. Quand on aime quelqu'un aussi longtemps que j'ai aimé Victoria, être témoin de cette personne avec une autre n'est pas excitant si l'on est normalement constitué. Et j'étais et avais toujours été une personne qui prenait l'engagement au sérieux. En un battement de cœur, le temps qu'il a fallu à Victoria et à son compagnon pour atteindre leur climax, j'ai eu une épiphanie, un moment de clarté, où mon avenir s'est soudainement déployé sous mes yeux. J'ai pris la décision à cet instant que ma vie allait changer pour le mieux. J'ai sorti mon smartphone, poussé la porte davantage, levé le téléphone en mode appareil photo, et pris environ 4 très bonnes photos des amants surpris. Ayant obtenu des preuves visuelles de l'adultère de ma femme et de celui de son amant, j'ai fait demi-tour et suis sorti rapidement de la maison par où j'étais entré. Je me suis arrêté pour prendre ma boîte à outils professionnelle dans le garage, puis je me suis dirigé tranquillement vers l'Audi argenté. Fort de mes 19 ans d'expérience automobile, j'ai rapidement localisé le relais de la pompe à carburant dans la boîte à fusibles et l'ai retiré. Je sais que c'était mesquin, mais c'était le moins que je pouvais faire. Le moteur tournait, mais la voiture ne démarrait pas exactement, le genre de problème mystérieux qui nécessiterait un remorquage et un diagnostic professionnel. Puis je suis monté dans mon Ford F-150 et je suis parti, non sans avoir noté au préalable le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture de sport argentée. C'était le premier jour du reste de ma vie. Alors que je roulais plus ou moins sans but à travers les banlieues de Chicago, j'ai repensé à ce que je venais de voir et j'ai réalisé que cela couvait depuis longtemps. Je n'avais aucune idée depuis combien de temps Victoria me trompait, si ce type était le premier ou juste un autre dans une longue série. Cela n'avait pas d'importance car, honnêtement, je m'en fichais. Je suppose qu'à ce stade, un peu de contexte est de mise. Mon nom est Marcus Thompson, et au moment de cette histoire, j'avais 40 ans et j'étais marié à Victoria depuis exactement 19 ans. À un moment donné, nous étions follement amoureux. En effet, ce fut presque le coup de foudre. Nous nous sommes rencontrés peu après que j'ai obtenu mon diplôme en technologie automobile au collège communautaire et que j'ai commencé à travailler chez Murphy's Auto Service au centre-ville de Chicago. J'avais été élevé dans le Wisconsin rural et j'avais espéré trouver quelque chose de plus proche des grands lacs où j'avais passé mes étés à pêcher et à faire du bateau adolescent. Victoria venait de la ville où nous avions vécu toute notre vie conjugale. Honnêtement, je ne peux pas dire quand mon mariage a pris une mauvaise tournure. Ce fut un déclin très long, très lent, qui n'aurait pas été perceptible pour un étranger, mais il était là et je pouvais le sentir. Vers la fin, nous avons tous des rêves, et le mien était de vivre près de l'eau et peut-être de monter mon propre garage de restauration spécialisé. Je pense que le grand rêve de Victoria était simplement de gravir l'échelle sociale et de bâtir son empire immobilier ici, dans sa ville natale. Vous savez comment les rêves se déroulent généralement, ils s'effondrent sur les rives rocailleuses de la réalité.
La réalité pour moi, c'est que j'ai fini par gérer le même atelier automobile où j'avais commencé après l'université. J'ai atteint un certain point dans l'entreprise, puis je me suis retrouvé bloqué alors que des entrepreneurs plus ambitieux me dépassaient. Une partie de mon problème était que je ne coupais pas les coins ronds. J'étais perfectionniste en matière de travail automobile et je ne tolérais pas les mécaniciens qui prenaient des raccourcis avec les véhicules des clients. Une autre partie de mon problème était que j'étais devenu si bon dans la gestion des opérations que le propriétaire s'appuyait entièrement sur moi. En conséquence, les opportunités de partenariat m'ont échappé, bien que j'ai reçu des augmentations régulières et des primes de performance. Mais la plus grande partie de mon problème était peut-être que je m'étais habitué au statu quo. J'étais satisfait d'aller de l'avant sans faire de vagues, et cela s'étendait à mon mariage. Ne vous méprenez pas, Victoria était une femme saisissante avec des cheveux blonds platine et une silhouette athlétique, et je l'avais toujours aimée. Elle se maintenait méticuleusement en forme avec du pilate quotidien et une nutrition attentive. Mais je la trouvais toujours aussi belle que le jour où nous nous étions rencontrés. Apparemment, quelqu'un d'autre aussi. Nous avions acheté une coloniale à 4 chambres peu après notre mariage. Elle se trouvait dans un quartier décent avec de bonnes écoles. La maison avait été rénovée juste avant notre emménagement. Mais Victoria n'en était jamais satisfaite. Nous étions toujours en train d'améliorer ceci et de redessiner cela. Nous parlions toujours d'acheter quelque chose de mieux. Mais après avoir refinancé l'hypothèque 2 fois pour financer ces améliorations, nous avons constaté que nous nous étions aliénés toute chance de la vendre. En d'autres termes, ce qu'il aurait fallu pour rembourser le prêt et obtenir quelque chose de mieux dépassait la valeur réelle de la maison. Puis vint le problème de nos enfants. 3 ans après notre mariage, nous avons eu un fils, Tyler. 4 ans plus tard, une fille, Madison. Ces enfants étaient la preuve vivante que les bonnes intentions ne produisent pas toujours de bons résultats. J'essayais d'être disciplinaire autant que possible, mais l'idée de Victoria en matière de discipline était de leur donner tout ce qu'ils voulaient, et elle refusait de me laisser appliquer des conséquences significatives pour la moindre infraction. Les résultats furent prévisibles. Tyler avait maintenant 16 ans, avait à peine réussi son année de seconde, et passait ses journées à jouer à des jeux vidéo et à parler de devenir un professionnel streamer, bien qu'il n'ait jamais vraiment fait le moindre pas vers cet objectif. Madison avait 15 ans et était obsédée par le théâtre scolaire. Elle rêvait de devenir une star de Broadway, mais elle était tellement concentrée sur le club de théâtre que ses résultats scolaires en pâtissaient gravement. Ils avaient appris très jeunes à nous monter, Victoria et moi, l'un contre l'autre pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et en conséquence, nous avions perdu le contrôle d'eux à l'adolescence. Tyler vivait dans notre sous-sol, censément en train de bâtir sa marque en tant que créateur de contenu, mais la plupart du temps, il jouait simplement aux jeux vidéo 16 heures par jour. Il parlait avec beaucoup d'assurance de contrats de sponsoring et de nombre d'abonnés. Mais j'étais à peu près sûr qu'il vivait simplement dans un monde imaginaire alimenté par des boissons énergisantes et des plats à emporter. Madison avait du mal à suivre sa 2e année de lycée car elle ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que les auditions et les répétitions. Elle sortait aussi avec un acteur en herbe prétentieux du collège communautaire local qui portait des t-shirts de groupe vintage et se comportait comme s'il était le prochain James Dean. Victoria était une agente immobilière qui avait finalement décidé de préférer les visites en soirée et les portes ouvertes le week-end. Les jours où elle travaillait des heures normales, je rentrais vers 17h30 et parfois nous dînions ensemble avant qu'elle ne parte pour des rendez-vous clients vers 18h15. En raison de nos horaires contradictoires, nous avons commencé à passer moins de temps ensemble et notre intimité a diminué. Nous nous rapprochions physiquement 1 ou 2 fois par mois, généralement un après-midi de week-end quand elle était libre. C'était toujours agréable. Il n'y a pas de mauvaise intimité, mais c'était devenu assez routinier. Nous faisions les choses machinalement, avec moi prenant les devants, et cela se terminait généralement rapidement. De temps en temps, Victoria était d'humeur et prenait l'initiative, mais ces moments sont devenus de plus en plus rares. Les choses étaient relativement stables jusqu'à environ 18 mois avant cet incident particulier, lorsque l'humeur de Victoria a commencé à changer. Elle avait toujours été un peu capricieuse, mais elle semblait avoir été durement frappée par une crise de la quarantaine. Elle a commencé à trouver des raisons d'éviter l'intimité, du moins avec moi, évoquant des maux de tête, de la fatigue, ou allant se coucher beaucoup plus tôt que je n'étais prêt. Parallèlement à cela, elle a commencé à critiquer plus souvent, trouvant des défauts dans ce que je faisais ou ne faisais pas. Avec le recul, les signes étaient là. Je ne les avais simplement pas vus. Il m'arrivait parfois d'appeler la maison les jours où je savais que Victoria aurait dû être là, et je n'obtenais aucune réponse. Parfois,
elle s'arrêtait pour des réunions de stratégie avec des collègues dans un bar à vin chic qui s'adressait aux professionnels de l'immobilier. Quelquefois, elle rentrait le week-end alors qu'elle était censée avoir assisté à des conférences et commençait immédiatement une lessive comme si elle voulait laver quelque chose avant que je puisse le voir. Tout indiquait l'infidélité de Victoria, mais comme je l'ai dit, cela n'avait vraiment pas d'importance. Alors, récapitulons. J'étais coincé dans un poste de direction sans issue dans une banlieue de plus en plus chère. Je vivais dans une maison hypothéquée qui n'était jamais assez bien. Ma vie intime était pratiquement inexistante. Ma femme exigeante me trompait et mes enfants vivaient dans leur propre monde numérique. Que feriez-vous? Probablement ce que j'ai fait. En fait, la toute première chose que j'ai faite a été d'aller dans une clinique de soins d'urgence pour mon virus. J'ai obtenu une ordonnance pour des médicaments antiviraux et des instructions de repos. Me sentant un peu mieux, je suis allé à la pharmacie pour faire remplir mon ordonnance et acheter quelques articles dont j'avais besoin, des articles de toilette, du café instantané, une petite bouilloire électrique, de la soupe et des boissons énergétiques. Ensuite, j'ai traversé la ville et j'ai pris une chambre d'hôtel près de l'aéroport OR. J'avais fait un arrêt à la banque en allant à la pharmacie et retiré de l'argent liquide pour payer un logement pour quelques jours. Une fois installé, je me suis assis et j'ai élaboré un plan de match pour les prochains jours pendant que je faisais chauffer un contenant de soupe aux nouilles au poulet. J'ai mangé autant que j'ai pu, mis le reste dans le mini-réfrigérateur, me suis glissé au lit et me suis effondré. Il faisait noir quand je me suis réveillé, et j'étais un peu désorienté jusqu'à ce que je me souvienne où j'étais et pourquoi j'étais là. J'étais encore faible à cause du virus et en fait, j'étais trop hébété par ma maladie et le choc de voir Victoria comme ça pour assimiler pleinement ce qui s'était passé. J'ai réchauffé le reste de la soupe, bu une boisson énergétique et regardé un match de basket à la télévision avant de retourner me coucher. J'ai consulté mon smartphone et j'ai vu une douzaine d'appels manqués de Victoria. J'ai souri d'un air sombre à cela. Qu'elle s'inquiète, pensais-je. Je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant un peu mieux. La première chose que j'ai faite a été d'envoyer un SMS à l'atelier pour leur dire que je ne viendrais pas travailler. Mon assistant gérant a répondu presque immédiatement. Et après que j'ai expliqué pourquoi j'appelais pour signaler mon absence, il m'a dit que Victoria avait appelé l'atelier tout l'après-midi pour me chercher. Elle l'a fait. Ah oui, ai-je répondu par SMS. Si elle appelle aujourd'hui, et j'imagine qu'elle le fera, dis-lui simplement que je me suis déclaré malade et que je ne serai pas là aujourd'hui. Ça te soulagera au moins. Marcus, où es-tu? A-t-il demandé en réponse. Je vais te le dire comme ça et voir si tu peux comprendre. J'ai envoyé un SMS, je ne suis pas chez moi. J'avais clairement fait savoir que je n'avais plus de foyer. J'avais beaucoup réfléchi à ma ligne de conduite, et plus j'y pensais, plus ça me plaisait. Je ne pouvais vraiment pas en vouloir à Victoria. Il était assez évident qu'elle ne voulait plus être mariée à moi. Pour une raison ou une autre, elle voulait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, quoi que ce fût. Et je n'allais pas la retenir de ce qu'elle voulait. Elle voulait être avec d'autres hommes. Très bien. Je lui donnerais la liberté de le faire et me libérerais. Par la même occasion. Mais j'avais encore du travail à faire. Il y allait avoir des conséquences pour Victoria et son amant. Rien de terriblement drastique, mais des conséquences tout de même. La première chose que j'ai faite a été d'utiliser un service de recherche en ligne du DMV pour obtenir des informations sur l'Audi argenté. J'avais le numéro de la plaque d'immatriculation ainsi que la marque, le modèle et la couleur de la voiture. Moyennant une petite somme, j'ai obtenu le nom et l'adresse de l'homme. Ma prochaine étape a été d'appeler un ami avocat et d'obtenir le nom du meilleur avocat spécialisé dans les divorces en ville. J'ai appelé cette personne de valeur, une femme, en l'occurrence, et j'ai fixé un rendez-vous pour 14 h cet après-midi-là. J'ai pris une douche, puis je suis descendu au restaurant de l'hôtel pour un petit déjeuner très léger avant de me diriger vers la banque. J'avais un compte d'épargne décent que j'avais accumulé au fil des ans grâce à des primes de performance et à une gestion budgétaire rigoureuse. J'ai liquidé mon compte d'investissement personnel, retiré la moitié de l'argent de notre compte d'épargne joint et la moitié de ce qui était sur le compte courant. J'ai déposé la majeure partie de l'argent sur un nouveau compte courant que j'ai ouvert à mon seul nom, avec une carte de débit bancaire. Je suis sorti avec un peu plus de 22 000 $ en chèque de banque. J'ai passé l'heure suivante à appeler les compagnies de cartes de crédit pour annuler toutes mes cartes sauf une et faire passer les comptes à mon seul nom. J'ai également remboursé les soldes de chacune de ces cartes. Celle que j'ai généreusement laissée à Victoria, je n'ai pas pris la peine de la rembourser. Qu'elle s'en soucie. Ensuite,
Je suis allé dans un centre de reprographie où j'ai imprimé des copies des 4 images que j'avais prises avec mon smartphone. Je dois admettre qu'elles étaient très claires et explicites, bien que... Ah, j'ai veillé à les recadrer correctement. Ensuite, j'ai cherché des informations sur l'individu qui avait été avec ma femme l'après-midi précédent, un certain Derek Morrison. J'ai découvert qu'il était marié, alors j'ai noté le nom et l'adresse de sa femme. J'ai ensuite mis une copie des photos, avec une note jointe lui faisant savoir où l'on pouvait me joindre pour plus d'informations, dans une enveloppe portant son nom et son adresse. Je suis allé à la poste, j'ai acheté des timbres et je le lui ai envoyé. Ensuite, ce fut l'heure de mon rendez-vous avec Amanda Richardson, l'avocate. Je lui ai dit ce que j'avais fait et quels étaient mes projets, et elle a simplement hoché la tête. Quand je lui ai montré les photos, sa première question, cependant, fut une mise en garde. Un divorce semble être une mesure plutôt drastique avec si peu de préavis. Elle a dit, « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir essayer de régler les choses ?»« Qui a-t-il à régler ?» ai-je dit, « Ma femme a un amant, et je ne veux pas faire obstacle au véritable amour. J'ai des endroits où je veux aller et des choses que je veux faire de ma vie, et rester ici avec une femme infidèle ne fait pas partie de ses plans. » Finalement, j'ai accepté une séparation de corps de 90 jours. Les papiers du divorce ont été rédigés, et si après 3 mois, j'étais toujours décidé à mettre fin à mon mariage, alors les papiers seraient déposés et Victoria serait notifiée. Maintenant, si vous allez de l'avant avec le divorce, quel genre de règlement souhaitez-vous, a demandé Amanda. J'ai déjà pris la moitié de l'argent liquide de nos comptes, ai-je dit. Elle a un 401K qu'elle finance grâce à son travail. Elle peut le garder, mais elle ne reçoit aucune part de mes bénéfices d'entreprise non plus. Elle peut garder la maison. L'hypothèque est à nos 2 noms, mais je ne la veux pas. Si elle la vend, par contre, je veux la moitié de tous les profits de la vente. D'accord, Monsieur Thompson, je crois que cela couvre l'essentiel, a dit Amanda, j'attendrai de vos nouvelles dans environ 3 mois. Mon dernier arrêt fut à l'entreprise, mais pas pour travailler. Je suis entré dans le bureau et j'ai demandé au propriétaire ce qu'impliquerait le rachat de mon plan de participation aux bénéfices. J'avais 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise, j'avais donc accumulé un capital conséquent. On m'a dit que je pourrais commencer à toucher une pension à l'âge de 62 ans, soit dans 22 ans. J'ai froncé les sourcils à cette nouvelle, mais me suis éclairé quand j'ai posé des questions sur ma participation aux bénéfices accumulés. Bien sûr, le propriétaire m'a fortement déconseillé de le faire en raison de la lourde pénalité fiscale que j'aurais à payer. Néanmoins, si je le voulais, je pouvais obtenir un versement immédiat d'environ 95 000 $. Je l'ai remercié et suis retourné à mon hôtel. J'étais fatigué et après avoir réchauffé un autre plat de soupe, je suis allé me coucher et j'ai dormi pendant près de 8 heures. Il était passé minuit quand je me suis réveillé et je savais que j'affrontais maintenant la partie la plus difficile, retourner à la maison et récupérer mes affaires. Victoria était censée être à une réunion avec un client, mais je n'étais pas sûr qu'elle soit réellement partie. Il s'est avéré que non. Victoria dormait quand je suis entré discrètement, et la maison était silencieuse. Apparemment, Madison était si préoccupée par ma localisation qu'elle était sortie comme elle le faisait toujours le vendredi soir pour n'importe quelle activité du club de théâtre. Je me demandais si les enfants me manqueraient même une fois que je serais parti. Probablement pas avant que la facture du Wi-Fi ne soit due. La première chose que j'ai faite fut de sortir ce dont j'avais besoin du garage. Matériel de camping, équipement de pêche et autres articles utiles variés. Je suis allé dans le coin bureau à domicile et j'ai pris mon ordinateur portable. Je l'ai branché et j'ai téléchargé des fichiers de mon ordinateur de bureau sur l'ordinateur portable, puis je l'ai transporté jusqu'à mon pick-up. J'avais quelques cartons avec moi que j'ai remplis d'outils, de livres et de souvenirs qui avaient de l'importance pour moi, y compris quelques photos, mais aucune de Victoria. Après avoir chargé ses affaires dans mon pick-up, j'ai sorti des valises et je suis entré doucement dans mon ancienne chambre. J'avais à peu près terminé mes valises quand j'ai entendu un petit halètement derrière moi, puis la voix de Victoria. « Marcus, où étais-tu » dit-elle, « je me suis fait un sang d'encre pour toi. »« Ah oui » ai-je dit, en essayant de ne pas laisser transparaître ma colère. « Qu'est-ce que tu fais » dit Victoria. « Qu'est-ce que j'ai l'air de faire » ai-je répondu sarcastiquement. « Tu fais tes valises » dit Victoria d'une voix tremblante. « Donnez une étoile d'or à cette fille pour sa perspicacité, dis-je. Marcus, je suis tellement désolé, commença-t-elle quand je l'arrêtai. Victoria, je ne veux entendre ni tes excuses ni tes apologies. Peu importe vraiment pourquoi ou comment ou même qui, bien que je sache cela.
Tu veux aimer quelqu'un d'autre. Très bien, je te laisse faire. Mais je ne l'aime pas. Je ne le veux pas, commença TL. Je t'aime. Je te veux. Moi, tu aurais pu me tromper, ai-je dit d'un ton acide. Il me semble que tu le voulais désespérément hier après-midi. Laisse-moi voir si je peux me souvenir des mots exacts. Oh mon Dieu, ne t'arrête pas. C'est bien ça, n'est-ce pas? Victoria enfouit son visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Je la regardais calmement. La brève lueur de colère que j'avais ressentie avait disparu, remplacée par je ne sais quoi. De la pitié? Non, pas ça. Du dédain. Peut-être un peu de dégoût. Oui, un peu. Mais surtout, je réalisais que le sentiment le plus fort que j'éprouvais était le vide. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais plus aucun sentiment pour elle. Je ne m'en souciais plus. J'ai fini de faire mes valises et je l'ai laissée sangloter dans son oreiller. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à sortir de la chambre avec les valises qu'elle a sauté du lit et a essayé de m'arrêter. « Attends » cria Victoria. « Ne me quitte pas, Marcus. S'il te plaît. Ne pouvons-nous pas arranger ça? S'il te plaît, je suis désolé. Ce n'était rien. C'était juste physique. Je l'ai juste regardé silencieusement tandis que je me dégageais prudemment de ses bras collants et marchais vers l'avant de la maison. Victoria me suivit, sanglotant hystériquement. J'ai montré l'avis de séparation de corps posé sur la table de la cuisine parmi les restes sales de la livraison d'Ordache de cette nuit-là. Je reviendrai dans 3 mois, à la mi-juillet, ai-je dit. Si je pense toujours comme je le fais maintenant, je mènerai à bien le divorce. Je te ferai savoir en gros où je suis, mais je pars et je ne suis pas encore sûr de l'endroit où je serai. Au revoir, Victoria. On se reverra. Marcus, non, cria Victoria tandis que je sortais par la porte d'entrée avec mes valises. Je n'ai pas regardé en arrière en montant dans mon pick-up et en retournant de l'autre côté de la ville à ma chambre d'hôtel. Le lendemain était samedi, alors j'ai fait la grasse matinée. Quand je me suis mis en route, j'ai fait mes valises de ce que j'avais dans la chambre d'hôtel et j'ai réglé la note. À 120 $ la nuit, l'hôtel était un peu cher, et il y avait un endroit près de l'entreprise qui s'adressait aux hommes d'affaires de passage. Ils avaient des tarifs longue durée qui étaient considérablement moins chers que l'hôtel moyen. Pour environ 55 $ la nuit, j'ai loué une suite propre pour 2 semaines qui disposait d'une jolie petite kitchenette, d'internet au débit, d'un accès au câble premium et d'une grande télévision avec service de streaming si j'en avais envie. J'ai bien essayé le contenu proposé à la télé, mais la plupart du temps, je me suis détendu et j'ai regardé du basket tout le week-end, ne faille. Sans absolument rien d'autre. Puis je suis allé travailler le lundi matin suivant. La première chose que j'ai faite fut d'entrer dans le bureau du propriétaire et de lui remettre ma lettre de démission. Prenant effet dans 2 semaines. Inutile de dire que tout le monde à l'entreprise était sidéré. J'étais là depuis si longtemps et au même poste que je suppose que j'étais devenu partie intégrante du paysage. Le propriétaire, lui, était en panique. Il a passé 2 semaines entières à essayer de me dissuader de partir. Mais j'étais inflexible. Le mardi de la première semaine, j'ai reçu un appel de ma fille. Ce fut une conversation plutôt éclairante. « Papa, pourquoi nous quittes-tu » demanda Madison. « Tu devras demander ça à ta mère » ai-je répondu. « Elle m'a dit de te demander à toi » dit Madison. « D'accord. » J'ai dit, jeudi après-midi, je l'ai surprise au lit avec un autre homme. J'étais malade à cause d'un virus, j'ai quitté le travail plus tôt, et la voilà. J'ai les photos pour le prouver. Waouh, dit Madison. Je ne pensais pas qu'elle en était capable. Eh bien, cela explique pourquoi elle est si larmoyante. Papa, elle est une épave. Elle reste assise à pleurer et à s'en vouloir. Tu sais, elle s'est portée malade au travail 3 jours cette semaine. Écoute, dis à ta mère de se ressaisir, dis-je entre les dents. Si elle pense qu'elle peut me faire culpabiliser pour que je revienne vers elle, elle se trompe lourdement. J'ai déjà remis ma démission et, samedi prochain, je m'en vais d'ici. Après ça, ce qu'elle fera, ce que tu feras, et ce que fera ton frère gamer ne me regardera plus. Eh bien, je t'aime aussi, papa, pleura Madison. Et, tu ne t'es jamais soucié de moi avant. Pourquoi commencerais-tu maintenant? J'ai dit. Tu as juste peur que le train de l'argent ne soit sur le point de quitter la gare. Ce n'est pas vrai, dit Madison un peu pensivement. J'ai besoin de toi.
Tu es le seul dans cette famille à avoir du bon sens. Et je ne sais pas ce qui va se passer sans toi. Oh, je suis sûr que tu te débrouilleras, ai-je dit. Écoute, Madison, je suis désolé pour ce que j'ai dit. C'était méchant de ma part. Je te donnerai des nouvelles et je serai à la maison pour Noël. D'accord. Je t'aime. Vraiment? Je sais, papa, dit-elle en reniflant. Je t'aime aussi. Tyler n'a jamais appelé. J'ai eu 2 semaines assez chargées. Victoria a essayé d'appeler un nombre incalculable de fois, mais après lui avoir raccroché au nez à plusieurs reprises, elle a compris que je ne voulais pas lui parler. Ses amis du travail ont essayé de me convaincre de la voir au moins, mais j'ai refusé et je l'ai dit en des termes assez durs. Il s'avère que Derek Morrison était un chef de projet de construction qui avait travaillé sur plusieurs des lotissements où Victoria avait vendu des maisons et qu'ils se fréquentaient depuis environ 6 mois. Presque toutes les personnes à qui j'ai parlé ont dit qu'elles pensaient qu'il était le seul avec qui elle m'avait trompé, mais elles n'en étaient pas sûres. Je leur ai tous très sèchement fait comprendre à quel point j'appréciais qu'ils me racontent ce que ma femme faisait dans mon dos. Ils n'ont pas eu grand-chose à dire après ça. J'ai reçu un appel au milieu de la première semaine de la part de la femme de Derek Morrison. Apparemment, Victoria n'était pas la première agente immobilière, mariée ou non, qu'il avait réussi à charmer, mais Victoria allait être la dernière, du moins tant qu'il serait son mari. Je lui avais enfin donné la preuve solide dont elle avait besoin pour le mettre à la porte. Bizarrement, je n'ai jamais eu de nouvelles de Derek non plus, que ce soit à propos de Victoria ou de sa voiture mystérieusement en panne. J'avais énormément de choses à faire avant de quitter mon travail. Je devais former quelqu'un capable d'assurer mon poste jusqu'à ce qu'ils embauchent un remplaçant à temps plein. Je devais faire entretenir mon camion pour un long voyage. Je devais consulter un conseiller financier au sujet de ma participation aux bénéfices, et je devais faire en sorte que mon temps de vacances restant me soit payé. Je passais la plupart de mon temps libre à regarder la télévision, à travailler sur mon ordinateur portable ou à acheter des choses dont j'aurais besoin en quittant la ville. J'ai aussi rendu visite à quelques amis, qui tous ont exprimé leur incrédulité que Victoria puisse réellement me tromper. Trop tôt, le 2e vendredi est arrivé, mon dernier jour de travail, et avec lui un léger sentiment de regret. J'avais passé 19 ans dans cette entreprise et j'y avais noué beaucoup d'amitié. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, le propriétaire a réuni notre équipe, et nous avons eu une petite fête de départ. C'est là que j'ai finalement perdu mon sang-froid. J'essayais de prononcer un discours de remerciement quand j'ai soudainement craqué et me suis mis à pleurer. La première fois que je pleurais pour quoi que ce soit. Depuis des années. Je pleurais à la fois parce que je partais et à cause des circonstances qui m'avaient poussé à prendre ma décision de démissionner. Je m'étais tenu si occupé au cours des 2 semaines précédentes que je ne m'étais pas donné l'occasion d'exprimer mes émotions concernant l'infidélité de Victoria. Et voir mes collègues réunis en mon honneur était tout simplement trop pour que je puisse le supporter. Mais je m'en suis remis assez vite, surtout quand Jessica Parker est venue me voir et m'a invité à une rencontre après le travail avec quelques-uns d'entre eux dans un bar sportif branché. Bien sûr, j'ai dit oui, même si j'avais précisé que je ne buvais pas beaucoup. Jessica était notre coordinatrice des pièces, mais c'était une coordinatrice sacrément jolie. Elle avait la trentaine, une grande brune divorcée avec une fille de 10 ans qui passait le week-end avec son père, comme elle me l'a dit. En me donnant cette information, elle m'a lancé un regard très significatif. J'avoue que cela m'a un peu déconcerté. Je veux dire, je ne suis pas moche. En fait, j'ai l'air considérablement plus jeune que mon âge, mais je ne suis pas un bourreau des cœurs. Ou du moins, je ne pensais pas l'être. Je suis un peu plus petit que la moyenne, environ 1m75. Je porte des lunettes. J'ai un peu de ventre. Et bien que je ne sois pas un faible, je ne suis pas non plus un obsédé de la forme physique. Mais j'étais sur le point de découvrir que j'avais plus d'attrait que je ne l'avais jamais imaginé. Nous étions un groupe de 7, 3 femmes et 2 hommes en plus de Jessica et moi. Et pour une fois dans ma vie, j'étais l'homme de la situation. Nous sommes restés assis pendant plusieurs heures à boire de la bière, tandis que moi, je buvais du soda, et à raconter des histoires sur l'atelier, la ville et nous-mêmes. Au milieu des festivités, nous avons aussi pris le temps de dîner. À mesure que la nuit avançait, j'étais assis à côté de Jessica, et il est devenu assez évident qu'elle s'intéressait à moi. Elle était assise très près, posant sa main sur mon bras. Je ne savais pas si elle faisait ça parce qu'elle était pompette ou si elle était sérieuse. Finalement, vers 21h, nous avons commencé à nous disperser. Je voulais me lever tôt le lendemain et me suis levé pour partir.
Puis j'ai regardé Jessica et j'ai vu qu'elle ne devrait vraiment pas rentrer chez elle en voiture. Alors je lui ai proposé de la raccompagner. Après avoir reçu des accolades et des poignées de main, me souhaitant bonne chance, j'ai raccompagné Jessica jusqu'à mon camion. Quand nous sommes montés, elle s'est rapprochée de moi, a posé sa main sur mon bras et m'a regardé droit dans les yeux. « Je ne suis vraiment pas si pompette », a dit Jessica. « Je voulais juste que tu me raccompagnes, et pas chez moi non plus. »« Alors, où veux-tu que je te conduise ?» ai-je dit, faisant délibérément l'idiot. « Emmène-moi à ton hôtel, » dit-elle, et elle m'a attiré le visage et m'a embrassé fermement. « Jessica, tu n'as pas à faire ça, » ai-je dit quand nous nous sommes séparés. « Je veux dire, oui, je suis seul, mais je ne veux pas de pitié. »« La pitié n'a rien à voir là-dedans, » dit-elle. « Marcus, je m'intéresse à toi depuis que j'ai commencé à travailler ici, et j'ai enfin ma chance. Je ne vais pas la laisser passer. Tu t'es intéressé à moi, ai-je dit. Allons, Jessica. Regarde-moi. Je suis un homme d'âge moyen avec une calvitie naissante. Premièrement, tu n'es pas vieux, dit-elle. Deuxièmement, tes cheveux te donnent un air distingué. Troisièmement, tu es très attirant. Et quatrièmement, tu es l'un des hommes les plus gentils que je connaisse. Tu es l'un des rares hommes dans ce bâtiment à n'avoir jamais fait de commentaires inappropriés à mon égard ou à celui d'aucune autre femme d'ailleurs. Crois-moi, nous l'avons remarqué. Tu as toujours été un gentleman. J'ai toujours été un joyeux gentleman. Dis-je avec juste une pointe d'amertume. Écoute, tu pars demain et tu mérites un peu de gentillesse avant de t'en aller. Jessica dit, bon, tu me ramènes à ton hôtel et tu passes du temps avec moi ou pas. J'ai ri alors et j'ai démarré mon camion. La vérité est que j'avais souvent pensé à Jessica Parker, mais je m'étais toujours dit qu'elle était hors de ma portée. De plus, j'étais un homme marié qui croyait à l'engagement. Techniquement, j'étais toujours marié, je suppose, mais j'étais déjà légalement séparé, et au fond de mon cœur, je savais que mon mariage était terminé. Jessica Parker m'offrait sa compagnie, et j'aurais été maudit si j'avais laissé passer cette occasion. Dès que la porte de ma chambre se fut refermée, nous avons été attirés l'un vers l'autre. La soirée qui a suivi fut tendre et pleine de sens, un baume pour mon esprit blessé. Jessica était chaleureuse et généreuse, et pour la première fois depuis des mois, je me sentais vraiment apprécié. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre après, et j'ai réalisé à quel point la simple connexion humaine m'avait manqué. Merci, dis-je doucement. Victoria, jamais. Eh bien, elle pensait que certaines choses étaient indignes d'elle. Je peux comprendre que certaines femmes puissent penser ça, dit Jessica doucement. Personnellement, je crois qu'il faut faire en sorte que quelqu'un se sente spécial. Nous nous sommes reposés ensemble, parlant doucement, puis nous avons fait l'amour une fois de plus, cette fois-ci lentement et avec une profonde affection. Après cela, nous nous sommes endormis ensemble. Nous avons partagé un autre moment intime tandis que l'aube filtrait à travers les rideaux. Ensuite, nous nous sommes levés, avons pris une douche et nous nous sommes habillés. Jessica m'a aidé à faire mes bagages. Puis j'ai réglé la note et les ramené là où sa voiture était garée. Avant de partir, elle m'a donné un baiser très doux et a ensuite plongé son regard dans mes yeux. « Marcus, tout ce que je peux dire, c'est que ta femme est une idiote, dit-elle. Elle ne sait pas ce qu'elle a laissé filer. Eh bien, je suppose que parfois on s'habitue à quelqu'un et on tombe dans la routine, dis-je. J'ai probablement laissé les choses aller trop loin de mon côté. Tu sais comment ça se passe. Oui, je crois que je sais, dit Jessica. Marcus, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Mais si jamais tu décides de revenir ici pour un certain temps, cherche-moi. Je te garantis que je te traiterai bien mieux que Victoria. Merci, Jessica, dis-je. Je te tiendrai au courant. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Prends soin de toi. D'accord, toi aussi, dit-elle. Sois prudent. Et sur ce, je suis parti. J'ai mis mon F-150 sur l'autoroute en direction du nord et je n'ai pas regardé en arrière. Je partais seul pour voyager dans la région des Grands Lacs, sans plan, sans itinéraire, sans programme. J'avais quelques endroits autour des lacs que je voulais voir, quelque chose que je voulais faire, mais je n'avais pas d'emploi du temps particulier. J'irais là où mon nez me mènerait. C'était quelque chose que j'avais voulu faire pendant des années, mais que je n'avais jamais pu réaliser. Soit je n'en avais pas les moyens, soit j'avais des soucis familiaux, soit des soucis de travail. Maintenant, rien de tout cela ne me retenait.
Ma première destination, cependant, était ma vieille ville natale dans le Wisconsin. Je voulais passer quelques jours avec mes parents qui commençaient à vieillir, et je voulais aussi revoir de vieux amis. J'ai fini par en voir une sur laquelle je n'avais pas compté, et ce fut une expérience délicieuse. Mes parents ont été déçus d'apprendre que Victoria et moi nous séparions, mais ma mère a aussi dit qu'elle n'était pas surprise. Elle n'avait tout simplement pas l'air très heureuse les dernières fois que tu es venu ici, a dit maman. Le lundi suivant, j'étais au marché local pour acheter quelques provisions pour mon voyage. Quand j'ai entendu mon nom, j'ai regardé autour de moi et un grand sourire a barré mon visage en voyant un fantôme de mon passé. C'était Sarah Collins, une femme avec qui j'étais allé à l'école. Elle avait en fait 1 an de moins que moi, mais nous semblions toujours avoir une classe ou 2 ensemble chaque année, et nous étions devenus amis. À l'époque, Sarah était très populaire, mais un peu trop rapide pour moi, mais le temps l'avait considérablement mûrie. Elle avait appris à la dure que la vie facile n'était pas toujours la bonne. Mais le temps avait tout de même été généreux avec elle car elle était toujours une beauté. Si quelque chose, l'âge l'avait rendue plus belle qu'au lycée, adoucissant ses traits et ajoutant des courbes aux bons endroits. Elle était menue avec des cheveux bruns brillants et de chauds yeux noisettes. Bien sûr, sa silhouette était toujours séduisante. Elle était revenue en ville après avoir divorcé de son deuxième mari et était maintenant la propriétaire d'un spa de jour prospère non loin de l'endroit où son fils adulte vivait avec sa famille. Nous avons discuté quelques minutes, rattrapant le temps perdu. Quand je lui ai dit que je divorçais de ma femme, ses yeux se sont illuminés. « Je suis libre demain, dit-elle d'un ton invitant. Ça te dirait de dîner avec moi? J'adorerais, dis-je. Un endroit en particulier? Et si c'était chez moi, dit-elle. Ça fait un moment que je n'ai pas préparé de dîner pour un homme, surtout pour un vieil ami comme toi. Je suis arrivé chez Sarah vers 19h le lendemain soir pour la trouver vêtue d'une robe verte ajustée et son maquillage fait avec goût. Mon jeune frère, qui habite à proximité, m'avait donné quelques conseils quand je lui avais dit qui je voyais. Il avait dit que j'allais devoir être au meilleur de ma forme, et il semblait avoir raison. J'ai pénétré dans sa petite maison magnifiquement décorée et j'ai été accueilli par l'arôme du rôti de bœuf qui mijotait dans la cuisine et d'autres plats récons. Fortement variés en préparation pour le dîner. J'étais sur le point de découvrir que Sarah était une cuisinière formidable, mais j'ai aussi appris qu'elle était une habile conversatrice. En attendant que le dîner finisse de cuire, nous nous sommes assis côte à côte dans son salon et avons rattrapé le temps perdu de nos vies respectives. Elle a été très compréhensive quant à ce qui m'était arrivé et aussi à ce qui était arrivé à Victoria. Sarah avait gâché son premier mariage en trompant, mais son second mariage s'était effondré parce que son mari était infidèle. Elle a donc pu me donner des aperçus des deux côtés de la situation. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux à ce sujet, mais cela a aidé. Le dîner était quelque chose de spécial. Rôti de bœuf aux légumes, pain fait maison et la meilleure tarte aux pommes que j'ai jamais goûtée de ma vie. Comment restez-vous aussi mince que vous l'êtes quand vous cuisinez comme ça, ai-je demandé en repoussant mon ventre satisfait de la table. Oh, je ne cuisine comme ça que pour les occasions spéciales, dit Sarah avec un rire. Si je mangeais comme ça tous les jours, je serais aussi large que je suis grande. Nous nous sommes ensuite retirés dans le salon et nous nous sommes de nouveau assis côte à côte sur le canapé. Nous avons discuté un peu, abordant la raison pour laquelle elle m'avait invité ce soir-là. Parce que je voulais faire quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de faire quand nous étions au lycée, dit-elle. Tu étais toujours si gentil, si mignon, si décent, mais je savais que je ne pourrais jamais t'avoir à l'époque. Je fréquentais les mauvaises personnes, tu sais, très ironique, très triste. J'étais trop occupé à courir après les mauvais garçons pour remarquer les bons gars juste devant moi. Mais tu n'as plus ce problème maintenant, n'est-ce pas, dis-je en rapprochant mon visage du sien. Nous nous sommes embrassés alors, et je me suis perdu dans ses lèvres douces et son toucher délicat. Sarah agissait comme quelqu'un qui avait attendu la bonne personne, ce qui m'a ému. Elle est devenue un peu émue quand je lui ai demandé combien de temps s'était écoulé depuis qu'elle avait été avec quelqu'un. Trop longtemps, dit-elle. Quand je suis revenu ici, j'ai fait le vœu de ne pas répéter mes erreurs passées avec les hommes. Mais on se sent seul dans une petite ville quand on essaie d'être sélective. C'est pourquoi c'est si spécial pour moi. Tu ne m'as jamais regardé de haut à l'époque. Du bon vieux temps et tu n'en aurais jamais profité si je ne t'avais pas invité ici. Je sais que non. Ce qui ne veut pas dire que je n'y aurais pas pensé, dis-je avec un petit rire. Crois-moi, Sarah, j'ai beaucoup fantasmé au lycée sur ce que ce serait d'être avec toi. Pour une raison quelconque, cela l'a fait fondre.
Elle a chuchoté quelque chose de doux puis m'a serré fort, m'embrassant profondément et passant ses mains sur ma poitrine. La soirée qui a suivi a été douce et passionnée, une expérience de guérison pour nous deux. Plus tard, nous nous sommes détendus ensemble dans sa baignoire surdimensionnée, l'un des rares luxes qu'elle s'était offert depuis son retour en ville, où nous avons passé un long moment à simplement parler et à être proches. L'intimité que nous partagions semblait naturelle et juste. Et après, nous sommes passés à son lit, où nous avons passé le reste de la nuit dans les bras l'un de l'autre. C'est à ce moment-là que j'ai pensé pour la première fois à remercier Derek Morrison d'avoir mis en marche les événements qui m'avaient conduit à ce point. Grâce à Derek et à son aventure avec ma femme, j'étais libéré de ma vie confortable mais insatisfaisante dans une banlieue chère, d'un mariage de plus en plus distant, d'une situation familiale chaotique dans une maison hypothéquée et d'un travail qui avait cessé de me stimuler depuis longtemps dans une entreprise où j'étais tenu pour acquis. J'étais libre d'aller n'importe où, de faire n'importe quoi et d'être avec qui je voulais. Je n'aurais pas pu le faire en toute bonne conscience si je n'avais pas surpris ma femme et son amant dans leur trahison. Le lendemain, j'ai passé du temps avec ma famille. Puis, le jour suivant, je suis parti pour de bon. En conduisant, je me suis dit que cela faisait exactement 3 semaines que j'avais surpris Victoria et Derek. 3 semaines qui avaient complètement changé ma vie. Ce voyage était le premier pas vers ma nouvelle vie. Au cours des 3 mois suivants, j'ai parcouru la région des Grands Lacs et au-delà, voyant des endroits dont je n'avais fait que lire. Mon premier arrêt fut le comté de Door, dans le Wisconsin, suivi de quelques jours d'exploration des rives du lac Michigan. J'ai marché sur les plages et trouvé la paix dans le rythme des vagues. Après cela, j'ai conduit jusqu'à l'île de Mackinac et y suis resté 1 semaine et demie, visitant les sites historiques et profitant de l'environnement sans voiture. J'ai dû rire. En prenant le ferry autour de l'île, pensant que ce devait être l'un des endroits les plus paisibles sur Terre, où la plus grande préoccupation était de savoir s'il fallait prendre une calèche ou faire du vélo. De là, j'ai traversé la péninsule supérieure pour passer du temps dans le nord du Michigan, campant sur les rives du lac supérieur. J'y étais déjà allé une fois adolescent, lors d'un camp de compétences automobiles en 1998. Là-bas, j'ai parcouru les sentiers et pêché depuis les rives rocheuses, profitant de l'air frais et de la vaste étendue du plus grand des Grands Lacs. Lorsque je me suis réveillé un matin de fin mai avec des températures anormalement fraîches, j'ai su qu'il était temps de partir vers des climats plus chauds. Je suis allé à Minneapolis, puis vers l'est à travers le Wisconsin pour passer du temps à Green Bay. Oui, j'ai bien assisté à un match des Packers à Lambeau Field avant de me rendre à Milwaukee pour plusieurs jours. Après cela, j'ai rendu visite à un oncle vieillissant dans la région de Grand Rapids et j'ai réalisé un désir de longue date, voir un match des Tigers à Comerica Park, l'un des plus beaux stades de baseball du pays. J'ai aussi passé une journée sur Belle Île à faire de l'exercice et à profiter de la vue sur la rivière Détroit. Dans une boutique de souvenirs près du front de mer, j'ai vu des cartes postales et j'ai eu l'idée malicieuse d'en envoyer une à ma femme et à son amant. Elle montrait le pont de Mackinac avec le titre « Salutations du Michigan pur ». J'ai écrit un mot sur chacune, les remerciant pour leur liaison qui m'avait permis de faire ce voyage. Puis j'en ai envoyé une à la maison pour Victoria et une à l'entreprise de construction de Derek. C'était le week-end précédant le Memorial Day. Et il était temps pour moi d'aller là où je voulais vraiment. Mon meilleur ami du lycée vivait à Traverse City, une belle ville au bord du lac dans le nord du Michigan. Lui et sa femme avaient lancé une petite entreprise de meubles sur mesure et avaient besoin de quelqu'un pour les relations clients et le développement commercial. C'était parfait pour moi. Il possédait un petit chalet au bord du lac qu'il utilisait comme location de vacances où je pouvais séjourner. Et il offrait un horaire de travail flexible qui me donnerait la liberté de voyager quand je le voulais. J'avais passé beaucoup de temps libre sur la route à écrire, et j'avais les bases d'un assez bon livre. J'écrivais simplement sur moi-même, mon voyage et pourquoi je le faisais, ainsi que d'autres réflexions pertinentes. Une fois que j'aurais réglé mes affaires avec Victoria et que je me serais installé à Traverse City, j'aurais le temps de peaufiner mon travail. Il s'agissait de tous les changements dans la vie d'un homme d'âge moyen à la suite d'un événement qui avait bouleversé son existence. Je ne le savais pas ce lundi-là, en me dirigeant vers le nord en direction de Traverse City, mais ma vie était sur le point de changer à nouveau d'une manière complètement inattendue. J'étais à Traverse City depuis quelques jours lorsque Rebecca, la femme de mon ami Michael, a annoncé qu'elle avait invité une amie à partager le dîner du Memorial Day avec nous. Cette femme vit seule, a dit Rebecca. Et elle ne socialise pas beaucoup, mais je déteste l'idée que quelqu'un soit seul pendant un jour férié, alors je lui ai proposé et elle a accepté. C'est drôle comme la vie pivote sur de petites décisions comme celle-là.
Peut-être aurais-je rencontré Catherine O'Brien de toute façon une fois installée à Traverse City, mais qui sait ce qui aurait pu se passer entre-temps. Peut-être aurait-elle décidé de partir. Ou peut-être quelqu'un d'autre l'aurait-il conquise. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que lorsque Kate a franchi la porte de la maison de Michael et Rebecca, mon estomac a fait un bond et avant la fin de la journée, j'étais déterminé à mieux la connaître. Kate était une femme d'une trentaine d'années, assez grande, près d'1,80 m, élancée mais pas maigre. Elle avait un teint clair avec quelques taches de rousseur, des cheveux au burn mi-long et de doux yeux verts qui semblaient contenir à la fois chaleur et lassitude. Quand elle parlait, c'était avec un léger accent écossais absolument charmant. Oui, elle était originaire d'Écosse, était venue aux États-Unis comme professeure de musique dans le cadre d'un programme d'échange culturel et s'était installée à Chicago. Elle avait déménagé à Traverse City environ un an plus tôt après avoir rompu des fiançailles quelques semaines seulement avant le mariage. Il semblait qu'elle avait découvert son fiancé avec une autre femme lors de ce qui était censé être une petite réunion avant leur dîner de répétition. Elle n'avait pas l'intention d'arriver tôt, mais sa demoiselle d'honneur avait oublié quelque chose sur le lieu et, en allant le chercher, elle a trouvé son fiancé dans une position compromettante avec l'une des coordinatrices de mariage. Et là avait été un événement émotionnellement dévastateur et une déception de plus dans une vie qui en avait déjà connu sa part. Son père avait lutté contre l'alcoolisme et avait été violent jusqu'à ce que sa mère le quitte finalement quand Kate avait 16 ans. Elle a dit que son père leur avait rendu la vie difficile pendant des années jusqu'à ce que les services sociaux interviennent enfin et qu'il soit contraint de rester éloigné d'eux. Elle avait ensuite été agressée lors d'un programme d'études à l'étranger à Londres à 22 ans et avait eu le cœur brisé plusieurs fois après cela, culminant avec la trahison de son fiancé. Je pense que la raison pour laquelle nous nous sommes si bien connectés était que nous comprenions tous les deux ce que ressentait la trahison. Au cours des semaines précédentes de voyage, j'avais peine. J'avais beaucoup réfléchi à Victoria et à ce qu'elle avait fait, et je ne pouvais pas concilier ses déclarations d'amour pour moi avec l'image d'elle aux côtés d'un autre homme. Elle m'avait trompé pendant notre mariage, et je n'avais aucune idée du pourquoi. Je m'étais répété tout le temps que je m'en fichais, mais ce n'était pas entièrement vrai. Ça m'importait. Je voulais savoir ce qu'il était advenu de l'amour que nous avions jadis partagé et pourquoi Victoria pensait avoir le droit d'avoir une liaison. Sachant ce que je ressentais vis-à-vis de l'engagement, je me tenais au courant de ce qui se passait à la maison, principalement par email et SMS de Madison, qui semblait avoir décidé de réparer notre relation. Elle était manifestement inquiète pour Tyler, qui avait en effet perdu le peu de motivation qui lui restait et demandait à Victoria de le laisser vivre au sous-sol indéfiniment. J'ai parlé brièvement à Victoria quelques fois, mais chaque fois qu'elle commençait à s'émouvoir ou essayait de s'excuser, je la coupais. Je lui avais promis que je m'assierais et l'écouterais à mon retour. Cela n'allait rien changer, mais je voulais entendre ce qu'elle avait à dire. Rien ne me ferait changer d'avis. À ce moment-là, j'avais pris ma décision sur ce que je voulais, et je voulais vivre à Traverse City. En conséquence, j'ai passé 3 semaines à m'installer dans ma nouvelle maison et à aider Michael et Rebecca avec leur entreprise de meubles. Je passais aussi beaucoup de temps avec Kate. Nous avons eu une longue et profonde conversation le soir du Memorial Day, à propos de tout, au grand étonnement et à la grande joie de Rebecca. Quand je l'ai raccompagnée jusqu'à sa voiture, nous nous sommes regardés et nous nous sommes embrassés. Il n'y avait pas de passion débordante, mais il y avait définitivement une promesse. Au cours des 3 semaines où j'étais là avant de retourner à ma future ex-maison, nous sommes sortis ensemble probablement une douzaine de fois et nous nous sommes rapprochés. Je savais que je devais être prudent à cause du passé de Kate. Elle avait été gravement blessée par des hommes et se méfiait d'être blessée à nouveau. Mais plus je la connaissais, plus je réalisais que malgré son histoire, c'était une femme à la nature bienveillante et passionnée. Elle embrassait merveilleusement bien, avec des lèvres douces et expressives, et un regard qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Attendre était difficile car plus je passais de temps avec Kate, plus je voulais être avec elle. Elle était si vibrante, si authentique, et oui, si prudente. Mais je comprenais son besoin de prudence et respectais son désir d'aller doucement. Ma patience fut récompensée le week-end avant que je ne doive retourner pour régler mes affaires avec Victoria. Michael et Rebecca voulaient que je découvre vraiment la région viticole du Michigan. Alors, ils ont planifié un voyage de 4 jours dans la péninsule de l'Elana. Il y a plusieurs belles caves à vin juste autour de Traverse City, mais ils voulaient que je profite pleinement de l'expérience viticole du nord du Michigan. Ils ont fait jouer leur relation avec un ami dans l'hôtellerie qui nous a aidés à obtenir un joli chalet de 2 chambres sur la baie de Grand Traverse, à environ 30 minutes. Je dînais avec Kate un soir,
quelques jours avant notre départ, quand le sujet du voyage est apparu et qu'elle a demandé ce qu'elle devait apporter. Je l'ai juste un peu fixé du regard et elle m'a offert un doux sourire. « Tu savais que j'allais venir, n'est-ce pas » dit-elle. J'espérais, mais je ne savais pas si c'était à moi de t'inviter ou non. J'ai dit, tu sais, le chalet n'a que 2 chambres. Elle a dit, est-ce un problème? Cela te pose-t-il un problème? J'ai demandé, en lui prenant les mains et en la regardant dans les yeux. Pas du tout, dit-elle. J'ai su dès le premier jour où je t'ai rencontré que tu étais quelqu'un de spécial. Je peux voir ton cœur, Marcus. Tu es un homme bon, et tu mérites d'être heureux. Je pense que je peux te rendre heureux. Elle le pouvait, assurément. Nous sommes montés à la Pénie. N'sul un jeudi matin chaud et clair. Le temps du début de l'été avait été parfait dans la région viticole, nous avons donc pensé que les visites seraient idéales, et elles l'ont été. J'avais déjà fait une dégustation de vin une fois, il y a longtemps, quand un ami et moi avions fait un voyage d'un week-end dans des vignobles du Wisconsin près du lac Clément. Katie avait été plusieurs fois aussi pendant ses années à Chicago, quand elle faisait des voyages le week-end avec des amis. Malgré cette expérience, Kate et moi avons suivi le cours d'introduction à l'appréciation du vin qui était recommandé avant de nous attaquer au vignoble par nous-mêmes. Une fois que nous avions appris les bases, elle et moi avons passé un moment merveilleux à aller d'une salle de dégustation à l'autre. Nous avons prudemment évité les caves les plus commerciales, mais nous avons essayé plusieurs des vignobles boutiques et avons découvert que nous pouvions les apprécier avec une sophistication surprenante. C'était merveilleux de passer du temps dans la région viticole avec une femme à laquelle je m'étais profondément attaché. Je n'étais pas encore sûr si j'étais amoureux ou si elle l'était de moi, mais nous nous apprécions énormément et étions à l'aise en compagnie l'un de l'autre. Nous avons terminé cette première journée agréablement détendus, mais pas ivres. Fatigués, mais remplis d'énergie. C'était le bon genre de fatigue qui vient après de nombreuses expériences stimulantes. Nous avons tous les 4 fini dans un bon restaurant, de la ferme à la table, pour notre dîner après la dégustation, et nous avons porté un toast à notre partenariat qui se développait rapidement, dans tous les sens du terme. Quand nous sommes rentrés au chalet, j'ai pris une douche puis je me suis assis sur le confortable lit king size avec un livre que je lisais pendant que Kate prenait un long bain. J'envisageais de la rejoindre, mais j'ai décidé de ne pas être présomptueux. Je voulais qu'elle donne le ton. Je suis content de l'avoir fait. Elle est entrée dans la chambre, sentant la lavande, vêtue d'une longue robe élégante. Elle s'est arrêtée juste à l'intérieur de la porte et m'a souri. Lentement, elle a dénoué la ceinture de sa robe et l'a laissée s'ouvrir. « Tu vois quelque chose qui te plaît » dit-elle, son doux accent écossais sonnant incroyablement attrayant. J'ai juste hoché la tête en admirant la silhouette grande et gracieuse de Kate. Je me suis levé du lit et je me suis approché d'elle, mes mains trouvant doucement sa taille tandis que nous nous rejoignions, partageant un baiser lent et tendre qui gagnait en intensité. La soirée qui a suivi fut belle et significative. Il n'y avait aucune urgence, juste le sentiment que nous avions tout le temps du monde pour nous découvrir. Kate était généreuse et aimante, et je me suis senti vraiment choyé pour la première fois depuis des années. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre après, parlant doucement de nos espoirs et de nos rêves, et je savais que c'était quelque chose de spécial. Nous avons passé le reste du week-end ainsi. Nous avons visité chaque vignoble boutique de la vallée, exploré les charmantes villes le long du lac, et nous nous sommes rapprochés chaque jour. Au moment où nous sommes retournés à Traverse City, nous savions tous les deux que nous tombions amoureux. Le mardi précédent le 4 juillet, j'ai chargé mon F-150 de quelques valises et de cadeaux pour tout le monde, puis je suis retourné à Chicago pour quelques jours. Je suis passé par la maison de mes parents dans le Wisconsin, mais je ne suis pas resté longtemps. J'ai rendu visite à Jessica pour lui offrir un cadeau de remerciement, mais je n'ai pas passé la nuit. Je lui ai dit que j'avais trouvé quelqu'un à Traverse City à qui je voulais m'engager, et elle a souri en disant qu'elle comprenait. « Je n'aurais rien attendu de moins de toi » dit-elle. Sarah était à peu près pareille quand je suis rentré dans ma ville natale et que je l'ai appelée pour déjeuner. Je savais que ça ne te prendrait pas longtemps pour que quelqu'un te trouve. Elle a dit, « Tu es un homme trop bien pour rester célibataire très longtemps. Je suis contente que tu sois heureux. » Je ne suis pas resté à la maison quand je suis retourné à Chicago. Ce n'était plus ma maison, et je ne voulais pas donner de faux espoirs à Victoria. J'ai rendu pas mal de visites, et c'était suffisamment cordial, mais elle et moi avons évité la conversation sérieuse jusqu'après le jour de l'indépendance. Ce n'était d'ailleurs pas de mauvaises vacances. Tyler avait convaincu Victoria de le laisser continuer à vivre au sous-sol, mais elle a finalement établi des limites. Il pouvait rester,
mais il devait contribuer aux dépenses du ménage et aider à l'entretien. Il avait frôlé de sérieux ennuis avec les jeux d'argent en ligne lorsqu'il vivait sans surveillance, et apparemment cela lui avait fait reprendre ses esprits, car il parlait sérieusement de trouver un vrai travail. Madison avait vraiment pris mon départ comme un signal d'alarme. Elle avait rompu avec son petit ami prétentieux et s'intéressait davantage à ses études, réalisant, comme je le lui avais répété à maintes reprises dans nos échanges de SMS, que sans au moins un diplôme de fin d'études secondaires, ses chances de réussir quoi que ce soit dans la vie étaient quasi nulles. Elle avait trouvé un emploi à temps partiel dans une compagnie de théâtre locale où ses tendances dramatiques étaient mises à profit. Le lendemain du 4 juillet, Madison était au travail, et j'ai donné $200 à Tyler en lui disant d'aller profiter du week-end prolongé. Victoria et moi avions des affaires sérieuses à discuter et avions besoin d'être seuls. J'avais apporté la requête de divorce que j'avais obtenue d'Amanda Richardson et l'avais posée sur la table basse du salon. Victoria la fixa de ses yeux tristes, débordant de larmes. « Je suppose que tu as pris ta décision, dit-elle. »« Oui, ai-je répondu. Mais je pense que je mérite d'abord quelques réponses. »« Pourquoi m'as-tu trompé, Victoria ? Je sais que nous avions des problèmes dans notre mariage, mais si tu avais été honnête à ce sujet, nous aurions peut-être pu surmonter ces problèmes. »« Je ne sais pas, dit-elle. Je suppose que j'attendais que tu te battes pour moi, que tu te battes pour notre mariage. S'il y avait une compétition pour mon attention, je pensais que tu interviendrais et ferais ce que tu avais à faire. C'est juste aller trop loin. Je buvais plus à cette époque, mais ce n'est pas une excuse. J'ai laissé faire, pensant que je pourrais avoir cette petite aventure et m'en débarrasser. Je ne pensais vraiment pas que tu abandonnerais notre couple si facilement. Qui avait-il à défendre, ai-je dit doucement. Tu critiquais constamment. Tyler vivait dans un monde imaginaire. Madison échouait à l'école. Les mensualités de la maison nous écrasaient. Le travail était ennuyeux. Et puis tu as commencé à me tromper. Honnêtement, qui avait-il à défendre ? Et cela ne répond toujours pas à la question de savoir pourquoi tu as décidé d'avoir une liaison dans mon dos et de la maintenir pendant 6 mois. C'est quelque chose que je ne peux tout simplement pas comprendre. Une nouvelle expérience, dit Victoria. C'était de l'excitation dans une vie ennuyeuse. Je suppose que j'avais juste besoin de quelque chose de plus. Mais Marcus, tu dois me croire. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu as toujours été l'homme le plus important de ma vie, et tu le seras toujours. Je n'en doute pas, ai-je dit, bien que j'ai du mal à croire que tu m'aimais quand tu fréquentais Derek, surtout quand tu trouvais des excuses pour ne pas être intime avec moi. J'ai peut-être été l'homme le plus important de ta vie, comme tu le dis, mais tu accordais quand même beaucoup d'attention à l'autre gars. Je suis tellement désolé pour tout ça, dit-elle d'une toute petite voix. Je suppose que j'ai perdu de vue ce qui était vraiment important. Alors, tu me détestes ? Non, bien sûr que non, ai-je dit. Nous avons passé 19 ans ensemble, et beaucoup d'entre elles ont été de bonnes années. Tu es la mère de mes enfants, et je pense qu'au fond, tu es une personne décente qui s'est égarée et a commis une erreur coûteuse. Non, je ne te déteste pas, Victoria, mais je ne t'aime plus. Cet amour est mort le jour où je t'ai surprise avec ton amant. Peut-être nous sommes-nous simplement éloignés et Derek a vu une opportunité. En fait, je te dois des remerciements. Ce que tu as fait a été le catalyseur qui m'a permis d'avoir une nouvelle vie, de faire des choses que j'ai toujours voulu faire dans des endroits où j'ai toujours voulu être. Eh bien, ça te réussit, dit-elle. Tu as l'air en pleine forme. Tu mérites d'être heureux, je suppose. Et je suppose que je mérite d'être malheureuse, n'est-ce pas ? J'ai vu Victoria perdre finalement son sang-froid complètement. Je ne voulais pas, mais je suis allé vers elle et les serrer dans mes bras une dernière fois, la laissant pleurer. Après qu'elle se soit calmée, elle a signé l'accord de divorce. Puisque nous étions dans un état où le divorce sans faute est autorisé et que nous divorcions pour différences irréconciliables, le divorce serait définitif après 60 jours. Je suis resté quelques jours de plus pour emballer le reste de mes affaires et rendre visite aux enfants. J'étais toujours inquiet pour Tyler, mais il semblait que Madison allait bien. Elle avait trouvé sa voie au théâtre et semblait avoir acquis un nouveau respect pour moi. L'avant-dernier jour du mois, j'ai fait mes derniers adieux et je suis parti m'installer définitivement à Traverse City. C'était il y a 3 ans. L'entreprise de meubles de Michael a commencé à décoller pendant cette période, et j'ai trouvé la variété des tâches qu'on me demandait d'accomplir très enrichissante. J'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon livre, et quand j'ai eu ce que je considérais comme un produit fini,
j'ai commencé à le proposer à des éditeurs. J'ai dû essuyer plusieurs refus avant de trouver un petit éditeur régional qui l'a apprécié. Le livre a reçu de bonnes critiques et a réussi à figurer sur quelques listes de best-sellers régionaux. Il en est à sa deuxième impression et se vend toujours régulièrement. Je travaille sur un deuxième livre, un roman sur la vie des petites villes autour des Grands Lacs, et j'ai un ordinateur rempli d'essais et d'observations que je publierai peut-être un jour ou jamais. Cela n'a pas d'importance. J'exprime ma créativité d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Kate et moi sommes tombés encore plus amoureux et 8 mois après notre rencontre, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Traverse City. Madison est venue pour le mariage et elle et Kate sont devenues des amies proches. Madison a été promue assistante régisseur au théâtre où elle travaillait et semble s'épanouir. Il y a 1 an, j'ai été béni d'un autre enfant quand Kate a donné naissance à une petite fille. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'apprécie une deuxième chance de paternité. Victoria ne s'est pas remariée. Bien qu'elle ait des rendez-vous occasionnellement, elle a rempli sa vie de rénovation sérieuse de la maison, ce qui lui donne quelque chose de significatif pour occuper son temps quand elle ne travaille pas. Nous restons amis et nous parlons encore occasionnellement, principalement de ce qu'il faut faire avec Tyler. Son engagement envers la responsabilité n'a pas duré, et il s'est enfoncé davantage dans les jeux et les paris en ligne. Il est actuellement dans un programme de conseil financier ordonné par le tribunal après s'être lourdement endetté à cause de son addiction au jeu. Notre relation est compliquée, mais au moins, nous communiquons. Certains disent que l'adultère est une chose dévastatrice qui détruit des vies, et je suppose que d'une certaine manière, c'est peut-être vrai. Cela a certainement détruit mon ancienne vie. Mais des cendres douloureuses de cette trahison est née une nouvelle vie, bien meilleure pour moi. Je vis la vie dont j'ai toujours rêvé, dans l'endroit où j'ai toujours voulu être, ce qui n'aurait pas été possible si j'étais resté marié à Victoria. Elle m'a rendu service en me trompant. Et en conséquence, j'ai été libéré de suivre ma propre voie. La meilleure des revanches est de bien vivre, et je vis une sacrée bonne vie grâce à mon ex-femme et à son amant.